Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. Hier, les sénateurs ont adopté le projet de loi de finances rectificative pour 2009. Le vote de ce collectif budgétaire a été marqué par l'adoption contre l'avis du gouvernement de l'amendement déposé par le président centriste de la commission des finances, Jean Arthuis. Cet amendement propose d'encadrer les rémunérations des dirigeants d'entreprises aidés par l'État, mais également de supprimer les stock options et actions gratuites. Cet amendement est très proche du décret promulgué par le gouvernement lundi, mais pour le président de la commission des finances, qui a été soutenu hier par les socialistes et les communistes, il était impératif que le Sénat ne se contente pas d'un décret et que le Parlement fixe la règle. Je vous propose donc ce matin de revoir cette discussion. Bonne séance à tous sur Public Sénat. Nous en arrivons à l'article 11. Sur l'article 11, j'ai une demande de prise de parole de M. Thierry Foucaud. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le moins que l'on puisse dire est que l'actualité la plus récente donne à la discussion de cet article 11 un relief tout particulier. Au départ, nous étions face à un article portant sur les conventions passées entre l'État et les établissements de crédit, et ceci dans le droit fil de la loi de finances rectificative d'octobre et du plan de sauvetage des banques. Il s'agit toujours de mettre en évidence la nécessité d'une plus grande transparence des flux financiers dans chaque établissement, notamment au regard de ce que l'on appelle les États non coopératifs. Parce que, dans le contexte de crise économique et financière globale, on vient de découvrir que nos établissements de crédit, aux dirigeants parfaitement respectables et d'ailleurs respectés, avaient pris la mauvaise habitude de domicilier des fonds, des comptes et des crédits dans des paradis fiscaux. Des paradis fiscaux auxquels on demande aujourd'hui plus de transparence, donc, ce qui revient à demander, entre autres, aux filiales de la Société Générale domiciliée à Jersey ou à celle de Paribas ayant pignon sur rue à Monaco, sans parler des Caïmans ou Sainte-Lucie, par exemple, d'être plus coopératifs sur la réalité des mouvements financiers opérés à leur guichet. Il serait, faut-il le reconnaître, pour le moins étonnant que l'argent public coule à flot pour nos banquiers et vienne échouer sur les riants, je dirais, rivages de Guernesey ou alors du lac Léman. Et de fait, se poser la question de la rémunération des dirigeants de ces établissements de crédit. Depuis, il y a eu l'affaire Oudéa-Bouton, l'affaire de la rupture totalement défiscalisée de Thierry Meurin, l'affaire de la retraite chapeau de Daniel Bouton, qui est devenu donc récidiviste, tandis qu'on soupçonne Elf, Michelin et Adidas de fraude fiscale dissimulée à l'ombre du palais princier de Vaduz. Et notre collègue Jean Arthuis, président de la commission des finances, qui a déposé un amendement de réécriture de l'article qui va dans les faits. C'est vrai, au-delà du texte initial de l'article 11, qui s'adressait à quelque chose comme 6 établissements de crédit. Alors, bien sûr, cet amendement va au-delà, en reprenant une partie du fameux décret relatif aux entreprises aidées par l'État et dont le gouvernement entend faire la clôture de controverse ou de la controverse sur la rémunération des dirigeants d'entreprise. Mais ce que nous souhaitions dire à ce moment, au moment de l'intervention sur l'article 11, comme nous allons le voir, le compte n'y est pas tout à fait. C'est ce que nous comptions préciser à cet instant de la discussion ou du commencement de la discussion de cet article 11. Merci, Monsieur Foucault. 3 amendements en discussion commune, plus précisément un amendement et 2 sous-amendements. L'amendement 74 rectifié bis, la parole est à Jean Arthuis. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'amendement que je propose au Sénat ce soir a pour objet de veiller à ce que l'argent public, l'argent des contribuables, ne puisse pas participer
au financement de rémunérations que nous pourrions considérer comme abusives, de versements de bonus exceptionnels, d'indemnités de départ dont les montants atteignent parfois des sommets. Il a pour objet aussi de veiller à ce qu'en cette période de crise, alors que le cours des actions est au plus bas et ne risque sans doute pas de descendre encore beaucoup, de permettre l'attribution de stock options ou d'actions gratuites au profit des dirigeants et des mandataires sociaux d'entreprises qui bénéficient momentanément, compte tenu de la situation de crise exceptionnelle que nous traversons, d'aides de l'État. Nos collègues députés ont pris l'initiative de cet article 11, dont l'objet, dans la rédaction qui nous vient de l'Assemblée nationale, se limite à inviter le gouvernement à compléter les conventions telles qu'elles ont été prévues dans la loi de finances rectificative du 16 octobre 2008, celle qui prévoit la création de la société de prise de participation de l'État et de la société de financement de l'économie française. Nos collègues députés expriment le souhait que l'on tienne compte, en effet, des relations qui peuvent exister entre ces banques, bénéficiaires d'aides de l'État, et ces paradis fiscaux, plus précisément, ces territoires ou ces États non coopératifs qui persistent à s'opposer à la levée du secret bancaire. Je pense que nos collègues députés ont raison d'avancer dans cette voie. Puis-je rappeler que le groupe de travail constitué à l'initiative des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, composé de 12 sénateurs et de 12 députés, ont procédé à un diagnostic partagé, ont formulé des propositions qu'ils ont remises au président de la République à la veille du G20 de novembre 2008. Nous avons également mis à jour ce document que nous avons remis au président de la République lundi dernier. Et la première de nos préoccupations, de nos préconisations, c'est de lutter contre les paradis fiscaux. Par conséquent, ce qu'ont prévu nos collègues députés est bienvenu. C'est la raison pour laquelle je reprends cette disposition dans la réécriture de l'article 11 que je vous propose. Mais j'y ajoute deux dispositions. C'est de prévoir dans quelles conditions sont allouées les rémunérations exceptionnelles, les bonus, les indemnités éventuelles de licenciement aux dirigeants et mandataires sociaux de ces entreprises bénéficiaires de l'aide de l'État dans le cadre de la crise. Et je prévois également de prohiber la distribution d'actions gratuites et de stock options aux mêmes dirigeants et mandataires sociaux. Pour être plus précis, je précise le champ des attributions d'aide, des canaux de l'aide, c'est-à-dire les fonds qui proviendraient des prêts de l'État consentis directement, des garanties de l'État à l'occasion d'un prêt ou dans lequel l'État aurait investi, les sociétés auxquelles la Société de financement de l'économie française a consenti un prêt, les sociétés dont les émissions de titres financiers ont été souscrites par la Société de prise de participation de l'État. Il peut s'agir d'actions de préférence, il peut s'agir de titres super subordonnés. Il peut s'agir enfin de sociétés dans lesquelles le Fonds stratégique d'investissement a directement ou indirectement investi. Tel est donc l'objet de cet amendement. Bien sûr, le gouvernement a promulgué hier matin un décret qui reprend l'essentiel des dispositions que vous propose l'amendement que je viens de vous présenter. Je me dois toutefois de préciser que ce décret vise les 6 organismes bancaires qui ont bénéficié des apports de la Société de prise de participation de l'État
Et les constructeurs automobiles, autrement dit, ne sont pas pris en compte, les sous-traitants de l'automobile. Dans ce projet de loi de finances rectificative, nous tirons les conséquences d'un pacte automobile qui prévoit des dispositions d'aide financière à nombre d'entreprises, pas seulement les constructeurs automobiles. Donc cet amendement s'efforce de couvrir un champ approprié afin de veiller à ce que les fonds publics, l'argent des contribuables, ne participent pas à des financements de rémunérations exceptionnelles. Nous sommes dans un cadre de crise. Nous voulons le respect de ces bonnes pratiques de gouvernance d'entreprise. Tel est l'objet de l'amendement que je vous propose. Merci, mon cher collègue. Deux sous-amendements à cet amendement 74 rectifié bis. Sous-amendements 110 et 111. C'est Monsieur Vera, mon cher collègue. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Oui, merci, Monsieur le Président. Par commodité, je présenterai de manière commune les deux sous-amendements. Comme vient de l'indiquer le Président Jean Arthuis, le texte de l'amendement 74 a déjà été rectifié et son champ d'application relativement élargi. En effet, alors que l'article 11 ne prévoyait de s'intéresser qu'à la situation des établissements de crédit, voici qu'au terme de deux rectifications, les entreprises du secteur automobile et celles bénéficiant des aides directes ou indirectes du Fonds stratégique d'investissement sont concernées par le principe de suspension de la distribution de stock options et d'actions gratuites prévues. Moratoire donc sur les stock options, mais maintien, il faut le souligner, des autres éléments variables de rémunération ou encore des conventions particulières visant notamment à permettre à quelques dirigeants d'entreprise de bénéficier d'un confortable parachute doré ou d'un prêt personnel à taux privilégié destiné à tout usage par le souscripteur. Dans la pratique, pour ne donner qu'un exemple, une banque peut aujourd'hui continuer d'attribuer à l'un de ses dirigeants un prêt à faible taux d'intérêt, prêt dont il peut par exemple profiter pour acquérir des actions de sa propre entreprise au moment même où le cours de l'action s'avère déprimé. Toutefois, le texte de l'amendement du président de la Commission des finances appelle quelques observations supplémentaires. Nous avons, comme chacun d'entre vous, regardé avec intérêt le texte du décret promulgué hier au Journal officiel, et en particulier la fin de l'article 2, qui précise, je cite, « Les conventions prévoient que les éléments variables de la rémunération mentionnés au 2 ne sont pas attribués ou versés si la situation de l'entreprise la conduit à procéder à des licenciements de forte ampleur. » Or, ces éléments du texte du décret ne figurent pas, pour le moment, dans l'amendement du président Arthuis. Il nous semble qu'il soit très difficile de voter aujourd'hui l'amendement 74 en faisant d'un article de loi un élément législatif de moindre portée que le décret qu'il est censé remplacer. Nous proposons donc que l'attribution des stock options et actions gratuites soit effectivement suspendue dans les entreprises visées par l'amendement et procédant à des licenciements économiques ou à des plans de restructuration. C'est là donc le sens du sous-amendement 110. Notre sous-amendement 111 porte, lui, sur la question des autres entreprises, là où rien n'est encore prévu, en tout cas pas dans le décret. Encore que le fait que nombre d'entreprises soient à la fois largement bénéficiaires des aides publiques que constituent la défiscalisation des heures supplémentaires ou les allègements de cotisations sociales pourrait lui-même justifier de telles dispositions. Nous proposons donc que les comités d'entreprise soient informés, comme cela est déjà le cas dans d'autres procédures, de la passation de conventions entre dirigeants salariés et conseils d'administration et sur la mise en œuvre des plans de stock options et de distribution des actions gratuites. Merci, mon cher collègue. Monsieur le rapporteur général, l'avis de la Commission sur l'amendement et les deux sous-amendements. Alors, je vais d'abord commenter les deux sous-amendements, si vous le voulez bien. Je serai très bref sur le 111, qui reprend une disposition qui a été mise en discussion dans la proposition de loi débattue la semaine dernière et repoussée. Et la Commission des finances ne peut naturellement que réaffirmer son opposition à
cette proposition. S'agissant du numéro 110, le texte de l'amendement me semble inopérant et peu clair. Il insère un alinéa au sein du grand II qui ne fait référence à aucune convention. Par conséquent, la mention convention dans l'amendement ne permet pas de connaître la cible de l'amendement. Ceci doit s'expliquer par le fait que vous avez repris dans votre texte une phrase du décret qui s'insère mal dans l'amendement préparé par le président Arthuis. En tout état de cause, ce décret publié hier est relatif aux conditions de rémunération des dirigeants des entreprises aidées par l'État ou bénéficiant du soutien de l'État du fait de la crise économique et des responsables d'entreprises publiques précise, j'ouvre les guillemets, les conventions prévues par le décret prévoient que les éléments variables de la rémunération ne sont pas attribués ou versés si la situation de l'entreprise la conduit à procéder à des licenciements de forte ampleur. Donc, je pense que, de ce point de vue, votre amendement est au moins partiellement satisfait. Ces remarques conjuguées me conduisent à exprimer un avis défavorable sur le sous-amendement numéro 110. Alors, j'en viens à l'amendement numéro 74 rectifié. J'observe que, de même que le décret, il se situe clairement dans le contexte de la crise. Et ses effets sont bornés dans le temps. En second lieu, de même que le décret, ce dispositif précise une conditionnalité pour les aides publiques qui sont apportées, notamment dans le secteur bancaire et dans le secteur automobile, et c'est un raisonnement auquel, naturellement, on ne peut pas ne pas adhérer. Le champ couvert par l'amendement Arthuis est très voisin de celui du décret. Il y a quelques variantes, elles peuvent s'expliquer, mais tout ceci ne me paraît pas essentiel. Cependant, je relève que l'interdiction en cas de licenciement de forte ampleur figure dans le décret et ne figure pas dans l'amendement Arthuis dans la rédaction qui nous est présentée. Mais l'essentiel est peut-être de savoir s'il est absolument indispensable de légiférer pour confirmer dans le droit positif ce qui a déjà été fait par le pouvoir réglementaire grâce au décret qui a été publié hier. Finalement, mes chers collègues, sachant que les dispositions sont des dispositions très voisines, la question que nous avons à arbitrer est celle-là. Est-ce que le décret autonome que le pouvoir réglementaire, à mon sens, est parfaitement en droit de prendre, se suffit à lui-même? Est-ce qu'il convient de lui apporter plus de solennité par une insertion dans la législation? Je crois que c'est la seule question qu'il nous appartient de trancher à cette heure-ci. Je rappelle, par souci de précision notariale, bien qu'Alain Lambert ne soit pas parmi nous ce soir, que la commission des finances, dans sa majorité, n'a pas voté cet amendement, mais qui nous avait été présenté dans un texte qui a été quelque peu perfectionné depuis. Voilà, mes chers collègues, ce que je puis dire pour rendre compte de l'analyse qui a été faite de l'amendement Arthuis ainsi que des deux sous-amendements qui ont été présentés. Merci, Monsieur le rapporteur général. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, sur les deux sous-amendements, sur l'amendement 111, nous en avons déjà discuté de cet amendement, et donc l'avis du gouvernement est négatif comme il l'était déjà tout à l'heure. Sur l'amendement numéro 110, je pense que l'amendement est satisfait en réalité par le décret qui a été pris par le gouvernement il y a quelques jours, c'est-à-dire hier en fait, hier matin. Cet amendement est satisfait parce qu'il interdit de verser des rémunérations variables si la société
société procède à des licenciements de forte ampleur. Donc c'est à peu près ce que vous dites en termes un tout petit peu différents, mais c'est bien votre état d'esprit, donc je pense qu'il est satisfait. Et à ce titre, je considère qu'il pourrait être au moins retiré, sinon j'appellerai à un vote contre. Monsieur le Président Arthuis, l'amendement que vous présentez est partagé dans son objectif par le gouvernement. Nous partageons la même idée de justice sociale dans cette période de crise. Et le gouvernement partage évidemment les préoccupations qui sont celles, au-delà de nos différences politiques, qui s'expriment sur l'ensemble de ces bancs pour que les rémunérations excessives, sous quelque forme que ce soit, qui sont parfois versées à des dirigeants, des mandataires sociaux, dans des conditions qui sont des conditions que ne peut pas supporter l'opinion publique, que ces rémunérations doivent être combattues et donc interdites ou réglementées selon les cas de figure. Et vous avez noté, Monsieur le Président Arthuis, que le gouvernement a réagi rapidement à ce débat qui a eu lieu très profondément un peu partout, dans les médias, dans l'opinion publique, entre les uns et les autres. Il y a eu beaucoup de débats. Ce débat a été vif, ce débat a été très profond. Il est allé au fond des choses. Le gouvernement a décidé d'agir très rapidement et le gouvernement a publié un décret qui porte le numéro 2009-348 et il a été publié d'une façon très claire. Alors qu'est-ce qu'il dit ce décret? Il dit au fond, Monsieur le Président, ce que vous dites dans votre propre amendement. Donc on est dans un débat un peu étonnant en réalité, puisque la mesure est déjà en application, ce qui devrait vous donner satisfaction, puisque vous avez évidemment beaucoup contribué sur le fond à ces mesures. Il dit interdiction d'attribuer des stock options et des actions gratuites aux dirigeants des entreprises aidées par l'État et qui obtiennent un soutien exceptionnel pendant la crise. Interdiction de verser des rémunérations variables quand elles ne sont pas la contrepartie de performances réelles. Et le décret précise qu'il ne peut pas s'agir de performances boursières. C'est vraiment cela qui a choqué, c'est que la performance boursière a souvent, en réalité, finalement, assez peu à voir avec la performance économique elle-même de l'entreprise. Elle est soumise à d'autres tensions. Interdiction de verser des rémunérations variables si l'entreprise procède, ce que je viens de dire, à des licenciements de forte ampleur. Donc nous devions réagir vite parce qu'il fallait mettre un terme à ce débat dans l'opinion publique. On ne peut pas laisser prospérer des débats qui donnent le sentiment aux Français qu'il y a de l'injustice dans les décisions qui sont prises. Nous l'avons donc fait très vite. Le gouvernement a donc très vite indiqué quelles étaient les règles du jeu et indiqué qu'il ne tolérerait aucun écart de comportement. Je pense que la parole politique a été forte et le texte qui a été pris est un texte fort. Votre amendement est donc, encore une fois, je le dis, satisfait en réalité. C'est donc un débat de forme que nous avons, mais en aucun cas un débat de fond. Et ça poserait un certain nombre de difficultés si le Sénat venait à voter votre amendement. D'abord parce qu'il renvoie au fond à un décret en Conseil d'État et c'est une procédure particulièrement longue. Ça veut dire que on perd grosso modo un mois dans la procédure parce que il y a des délais notamment de promulgation de la loi et après vient l'analyse en Conseil d'État. Alors que nous sommes sur le même sujet pour prendre les mêmes décisions dans la même situation. Je veux dire, pourquoi attendre un mois de plus? C'est difficile à expliquer à l'opinion publique. Et si votre amendement était voté, on se retrouverait dans une situation quelque peu inconfortable où la loi, en fait, renverrait à un décret qui se trouve déjà en application. Voilà, situation un peu aussi étonnante. Dans ces conditions, Monsieur le Président Arthuis, moi, je vous demande de retirer votre amendement, puisque le gouvernement a choisi la voie réglementaire. Vous pouvez contester ce choix, mais c'était un choix, en réalité, qui était un choix lié à la puissance à la demande, à la puissance de demande de l'opinion publique et de beaucoup de parlementaires qui sont ici, Monsieur le Président Dorincourt. Beaucoup de parlementaires qui sont ici nous ont demandé d'agir au plus vite et de ne pas laisser la situation un peu dériver, déraper
déraper, pourrir même. On ne pouvait pas se permettre de cela. Et la parole politique devait être très forte, notamment de la part de ceux qui avaient pris les décisions, et notamment le gouvernement, grâce au Parlement, pris des décisions d'aider ces entreprises, au fond, à tenir face à la crise. Et donc il fallait évidemment très vite préciser les choses. Et c'est pour ça que cette voie a été choisie, parce que c'est la plus rapide. On est dans une crise, on ne va pas se poser la question de savoir si ça doit être la loi ou si ça doit être le règlement. Si juridiquement ça peut être le règlement, et là c'est bien le cas, alors choisissons la voie la plus rapide, parce que c'est la voie qu'attendent les Français. C'est pour ça que nous avons agi comme cela. Donc c'est ce que je voulais vous dire, Monsieur le Président. Arthuis, le mieux serait que, après avoir finalement encore une fois déclenché ce débat, et c'est tant mieux sur la forme, que vous puissiez retirer votre amendement et puis faire en sorte que le décret puisse s'appliquer d'une façon apaisée finalement, et cela dès maintenant, puisqu'il est en application aujourd'hui, plutôt que de retarder au fond des décisions que les Français ne supporteraient pas de voir retarder. Merci Monsieur le Ministre. Pour explication de vote, Madame Nicole Nouric, puis Gérard Longuet. Depuis le mois d'octobre dernier, à 3 reprises, le groupe socialiste a défendu des propositions, notamment de nature fiscale, visant à encadrer les rémunérations des dirigeants et des mandataires sociaux. Nous l'avons fait dès après la loi de finances rectificative qui accorder des aides, soit en fonds propres, soit en garantie, des aides de l'État aux banques. Nous l'avons fait le 4 novembre au travers de notre proposition de loi. Nous l'avons fait jeudi dernier en soutenant nos amendements et en votant la proposition de loi du groupe CRC. Et nous l'avons fait avant-hier lors de la discussion générale et en défendant, avant l'article 1, toute une série d'amendements qui visaient à la fois à réformer la gouvernance d'entreprise et à encadrer ses rémunérations. Et comme nous le disions jeudi dernier, le secrétaire général de l'Élysée avait annoncé un décret qui devait avoir l'avantage d'être facile et rapide plutôt que de choisir la voie parlementaire. Et quand nous regardons le décret, et j'avoue que plus je le regarde, plus je trouve d'une part que son périmètre est extrêmement limité, que le renvoi qu'il fait aux critères de performance dont on n'a pas bien compris lesquels ils étaient, le fait que l'on confiait au conseil d'administration d'établir ces critères de performance, le fait que pas de sanctions étaient prévues pour le non-respect. Enfin, plus nous le regardons, plus il est insatisfaisant. Et notamment au regard de l'attente de l'opinion qui a été révélée, je dois le dire, y compris par quand on interroge les lecteurs du Figaro, 80% se déclarent non seulement choqués, mais sont partisans de la manière forte et notamment de la manière législative. Alors le président Arthuis, enfin notre collègue sénateur Arthuis, excusez-moi, nous a présenté un amendement qu'il a rectifié depuis et j'ai effectivement comparé son amendement et le décret. Et je constate, en toute objectivité, nous constatons que il est très en retrait, il n'est même pas du tout à la première marche de tout ce que nous avons proposé. Mais par rapport au décret, il a quand même 2 ou 3 éléments qui vont plus loin. Outre, mais j'y reviendrai dans ma conclusion, le fait qu'il est de nature législative. Il étend la mesure aux dirigeants et aux mandataires sociaux. Les dirigeants, un dirigeant, c'est quelqu'un qui participe aux décisions stratégiques. Ce sont les membres du comité exécutif. Ça m'apparaît clair. Il étend quelque peu le périmètre dans la mesure où il précise, notamment,
que les entreprises qui bénéficieraient du Fonds stratégique d'investissement directement ou indirectement, eh bien, sont concernées par les mesures qui sont proposées, et il fait une référence explicite à la révision des conventions qui ont pu être signées avec l'État dans le cadre à la suite de la loi de finances rectificative. Donc il marque un progrès extrêmement léger qui ne comble pas notre attente, c'est clair, mais il a quand même, cet amendement, un énorme avantage, et c'est là que je voudrais terminer. Dans la discussion générale, nous avons dit qu'il était d'une certaine manière, une très vilaine manière que faisait le gouvernement, et qu'il fallait sauver l'honneur du Parlement. Et au moment où nos collègues députés de tous les groupes, dans le cadre de la mission d'information constituée sous la houlette de M. Philippe Houillon, député UMP, ont remis aujourd'hui un rapport d'étape de cette mission sur les rémunérations des dirigeants, qui très clairement en appelle à la loi. Nous, sénateurs, nous serions en retrait par rapport à nos collègues députés en nous en remettant à un décret. Nous croyons que la loi est essentielle dans cette affaire et que si vous voulez utiliser, comme vous venez encore de le faire, l'argument de la rapidité, je veux une fois encore démontrer qu'il n'est pas fondé, parce que vous avez eu l'occasion, si vous vouliez être rapide, le président de la République a fustigé ces rémunérations et notamment les bonus en septembre dans son discours de Toulon. Eh bien, vous pouviez, dès le mois d'octobre, dans la loi de finances rectificative que vous avez proposée au vote du Parlement, vous pouviez inscrire à l'article 6 des précisions concernant ce que vous attendiez des conventions qui seraient signées par les entreprises qui auraient l'aide de l'État. Vous pouviez le faire. Vous pouviez le faire aussi à l'occasion de la deuxième loi de finances rectificative de décembre. Vous pouviez le faire à l'occasion de la loi de finances initiale pour 2009. Et vous pouviez encore le faire à l'occasion de la première loi de finances rectificative pour 2009. Et précisément, au moment, c'est ça qui est très choquant, au moment où nous avons un véhicule législatif idoine, cette loi de finances rectificative, le secrétaire général de l'Élysée se permet de dire jeudi dernier, nous faisons un décret parce que c'est plus facile et plus rapide. Autrement dire que l'exécutif s'assoit sur le Parlement. Et ça, c'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Donc il faut le faire ce soir. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire que l'amendement de notre collègue Arthuis est extraordinaire. Je viens de vous démontrer qu'il ne l'était pas. Mais si nous voulons que ce débat reste dans les mains du Parlement, que cet amendement aille jusqu'à la commission mixte paritaire et que, avec les députés, avec nos collègues députés, nous en débattions, il faut que ce soir on soit clair sur cette affaire. Et ne serait-ce que pour cet argument, eh bien, il faut effectivement que le Sénat se prononce et que la loi dise ce qu'elle veut. Parce que, autrement, eh bien, moi je regrette, mais ça veut dire que finalement on donne acte à l'exécutif, tout ça pour que dans la stratégie de communication qui est celle du gouvernement et de l'Élysée, eh bien on puisse dire ah ben vous voyez il y a un problème, eh bien le président il est réactif. Eh bien nous on ne marche pas dans cette affaire, on ne marche pas dans cette opération de communication et nous voulons que ce soit la loi qui se prononce. Pour explication de vote, Gérard Longuet. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'ai écouté à l'instant Madame Bricq avec beaucoup d'attention et je comprends son raisonnement. Sur le fond,
je partage naturellement l'émotion de nos compatriotes qui a abouti à cette proposition d'amendement que nous présente Jean Arthuis. Et je rappelle en effet l'intervention de Mme Brix, ce sentiment d'une course de vitesse. La vérité, c'est que l'on ne peut pas diriger des entreprises, même en période de crise, fût-ce avec le soutien de l'État, par la voie réglementaire ou par la voie législative, avec la plasticité suffisante pour s'adapter à chacune des situations. Nous avons voté une réforme de la Constitution. Cette réforme de la Constitution nous apporte un outil qui aurait dû être utilisé, qui ne l'est pas, je le déplore. C'est la motion. La motion, c'est un acte politique par lequel une assemblée, la nôtre, l'Assemblée nationale, exprime une conviction forte et laisse à ceux qui ont la responsabilité au quotidien de gérer le pays d'en tenir compte dans l'exercice de leurs responsabilités. Dans le soutien de l'État aux entreprises, il y a une infinité de situations. Voter une motion de principe pour reconnaître que le contribuable n'a pas à venir au secours de dirigeants défaillants est une motion qui recueillerait l'unanimité de notre Assemblée, l'unanimité de l'Assemblée nationale. Mais lorsque l'on entre dans le détail de la gestion des entreprises et la comparaison entre le décret qui vient d'être adopté par le gouvernement et l'amendement de Jean Arthuis et les observations de Mme Brix le prouvent, jusqu'où faut-il aller? Où doit-on s'arrêter? Quels sont les cas de figure qui méritent d'être reconnus comme présentant de l'intérêt ou comme étant anodins? C'est justement la distinction entre une orientation de principe, qui aurait été la motion, et la responsabilité du gouvernement dans l'adoption de clauses contractuelles de soutien avec les entreprises privées, fût-ce d'ailleurs les entreprises publiques, mais en l'occurrence des entreprises privées, qui auraient permis à l'État partenaire et d'une certaine façon à l'État créancier de fixer des règles adaptées à la situation de l'entreprise en tenant compte de l'esprit de la motion. Je vous donne deux exemples extrêmement concrets tirés de l'actualité. Un grand groupe automobile français vient de changer de président. En pleine crise, décide de changer de président et de le changer rapidement. Et quand on écoute les déclarations du président sortant, on mesure que cette décision ne recueille pas l'assentiment du président sortant qui a été surpris par cette décision. L'actionnaire a donc pris sa responsabilité. Cette entreprise appartient au groupe automobile. On peut imaginer, peut-être là, je ne le sais pas, est-elle aidée par l'État? L'a-t-elle demandé? L'a-t-elle pas demandé? En tout état de cause, lorsque des actionnaires, à travers leur conseil d'administration, vont recruter un nouveau président, ils vont naturellement lui faire des propositions, et si l'on veut un président de qualité, il est vraisemblable que ce président demande à être associé au succès, au retournement de l'entreprise dont il prend la charge. S'il ne retourne pas l'entreprise, il ne bénéficiera de rien. S'il retourne l'entreprise, et ce sera une condition au moment de son éruption dans l'entreprise pour la redresser, il posera des conditions. Doit-on se priver de la possibilité de renouveler un dirigeant, des dirigeants? Doit-on traiter tous les dirigeants d'une même entreprise de la même façon entre ceux qui gagnent en productivité, qui gagnent en part commerciale, et ceux qui perdent sur le terrain financier ce que les autres ont gagné par la démarche commerciale ou par la démarche industrielle? Je crois qu'il faut laisser à l'État, lorsqu'il intervient, comme créancier, comme n'importe quel banquier, comme n'importe quel actionnaire, la liberté de fixer ses règles d'intention, mais dans le cadre d'un esprit général qu'une motion aurait pu fixer. Prenons un deuxième cas de figure. Vous aurez sans doute, pour sauver certaines entreprises, à accepter, à concevoir des fusions. Ces fusions vont reposer sur la valorisation de l'entreprise que vous aidez et qui va être apportée à une entreprise qui peut la soutenir. Il serait quand même tout à fait étonnant qu'une entreprise extérieure puisse bénéficier d'une valorisation dégradée pour pouvoir prendre une part importante du capital de la société cible, alors que les cadres qui peuvent participer au redressement de l'entreprise, les cadres nouveaux, ou des cadres qui ont prouvé dans l'entreprise leur capacité, soient privés de cette opportunité parce qu'il y aurait eu intervention de l'État et application d'une règle générale. Je pense en effet, Madame Brix, que vous avez raison, je le dis très clairement, que la course de vitesse n'a pas permis peut-être d'affronter la complexité de situation dans laquelle, à aucun moment,
l'État doit oublier qu'il gère l'argent des contribuables, mais que cet argent, la meilleure façon de le gérer, c'est encore de l'apporter aux entreprises en tenant compte de chaque situation. C'est la raison pour laquelle, mon cher collègue Jean Arthuis, je ne voterai pas votre amendement, non pas que j'en réprouve l'esprit, mais je pense que le dispositif d'un article de loi pour encadrer et enfermer l'intervention de l'État au bénéfice d'entreprises qui sont beaucoup plus nombreuses est beaucoup trop rigide et ne permet pas d'épouser la multiplicité des situations. Maintenant, je pense que cet amendement sera voté parce que dans l'émotion générale, il faut en effet condamner ceux qui ont défailli. Le drame, c'est que beaucoup des dirigeants d'entreprises n'ont pas manqué à leurs tâches, se sont battus dans un environnement conflictuel, concurrentiel extraordinairement difficile et ont dû affronter des difficultés qui étaient parfaitement imprévisibles. Bon, ils demandent l'aide de l'État, qu'ils renoncent, qu'ils suspendent. Tout le monde l'accepte, mais s'il y a des opportunités où il faut renouveler des équipes dirigeantes ou fusionner des entreprises, ne nous privons pas de la possibilité de rechercher les meilleurs. Merci, mon cher collègue. Pour explication de vote, la parole à Nicolas Alfonsi. Chers collègues, très brièvement, je me dispenserai de considérations techniques, puisqu'elles ont été évoquées, et également de considérations subalternes. Au moment où le rapporteur général s'exprimait, je me suis tourné vers mon collègue Zocchetto et je lui ai dit confidentiellement, il finira par nous faire croire que le décret a une portée plus importante que la loi. Je crois que quand on tournait ce soir à 20h un bouton de télévision, nous entendions le président de la République à Londres dire qu'il fallait faire la guerre aux traders, supprimer des stock options, et nous nous contenterions d'un décret. Décret qui serait immédiatement applicable, comme si, Monsieur le Ministre, on ne peut pas un seul instant imaginer qu'à partir du moment où la loi est votée, tout disparaît, nous ne serons plus dans des problèmes de délai d'application ou de procédure. Donc j'ai le sentiment qu'on jouerait vraiment petit bras compte tenu d'un problème qui interpelle la nation entière. Le problème est symbolique, il est politique, et je crois que dans ces conditions, il est opportun de voter ce texte. Le groupe RDSE s'associera à votre amendement. Merci, mon cher collègue. Y a-t-il d'autres explications de vote? Je redonne la parole à Jean Arthuis. Président, j'ai bien entendu tous les points de vue qui viennent de s'exprimer, et tout particulièrement le vôtre, Monsieur le Ministre. Il ne s'agit pas ici d'imaginer je ne sais quelle compétition de course de vitesse entre le gouvernement et le Parlement. Je crois que dans ces circonstances, il est important que le Parlement fixe la règle. Et je salue la promptitude du gouvernement. Le décret s'applique. Il a des vertus conservatoires. Si la loi est votée, un autre décret viendra le compléter, le conforter, mais que je sache, il n'y aura pas péril en la demeure. Et sur le reproche qui peut m'être fait de ne pas avoir prévu une disposition que contient le décret, à savoir que les conventions prévoient que les éléments variables de la rémunération ne sont attribués ou versés si la situation de l'entreprise l'a conduit à procéder à des licenciements de forte ampleur. Je vous avoue que j'ai eu une tentation. Mais qu'est-ce que ça veut dire forte ampleur? Si le Sénat vote l'amendement que je vous propose, j'espère bien que d'ici demain après-midi, d'ici la commission mixte paritaire, nous trouverons une rédaction satisfaisante au plan formel. Enfin, Monsieur le Ministre, je voudrais vous dire que le décret vise le recours aux émissions d'actions de préférence ou de titres supersubordonnés souscrits par la société de prise de participation de l'État, ainsi que le bénéfice des prêts accordés par l'État aux constructeurs automobiles. Il y a 2 constructeurs automobiles et il y a 6 groupes bancaires qui ont bénéficié de ces apports sous forme d'émissions d'actions de préférence ou de titres supersubordonnés. Par conséquent, le texte que je vous propose va un peu plus loin
puisqu'il vise des sous-traitants. Il n'y a pas si longtemps, un sous-traitant important du secteur automobile a défrayé la chronique du fait du versement d'indemnités de départ, n'était pas visé par ce texte. Il est vraisemblable que ce sous-traitant va bénéficier d'une aide de l'État. Ce soir, nous avons voté un amendement que vous nous avez proposé, Monsieur le Ministre, 100 millions pour des prêts et avances dans le cadre de la réindustrialisation. Eh bien, j'ai la faiblesse de penser que le texte que je vous propose permettrait, pendant que ces prêts et avances sont consentis, de veiller à ce que les règles de bonne gouvernance sont respectées dans l'entreprise bénéficiaire de ces fonds. Voilà. C'est tout cela, ça n'est que cela. Je pense que le Parlement doit assumer ses prérogatives et il peut le faire en pleine confiance avec le gouvernement. Les circonstances que nous traversons ne nous dispensent pas, nous parlementaires, d'exprimer par un vote ce que nous entendons voir érigé comme règle en cette matière. Merci. Monsieur le ministre. Oui, je voudrais, Monsieur le Président, encore une fois, indiquer qu'on n'est pas dans une course entre pouvoir réglementaire et pouvoir législatif. J'espère que ce n'est pas ça, parce que la situation est suffisamment grave pour ne pas entrer dans ce type de débat. Le gouvernement a réagi vite, il devait le faire, et il l'a fait par le biais du pouvoir réglementaire, comme il l'avait indiqué. Là-dessus, il fallait absolument le faire, et nous l'avons fait, de façon appropriée. Car on peut toujours chercher à se poser la question de savoir ce qu'est une intervention de l'État, parce que les exonérations de charges, ici ou ailleurs, dans les zones franches urbaines, etc., tout cela ne relève pas de cela. Il fallait le préciser, le décret l'a clairement précisé, c'est pour ça que le décret n'est pas un décret généraliste, c'est un décret d'application et c'est un décret opérationnel qui répond aux questions posées par l'opinion publique. Et au fond, ce que vous proposez, c'est à la fois une loi vienne repréciser ce que le décret a déjà dit. Et donc nous allons nous retrouver avec un nouveau décret qui ressemblera au décret qui a été pris hier. Donc on est dans un système tendant un peu à l'étrange. La différence entre votre texte, Monsieur Jean Arthuis, et le texte du gouvernement tend essentiellement à l'implication et au rôle du Fonds stratégique d'investissement. Nous considérons que le Fonds stratégique d'investissement est un outil tout à fait particulier. Il n'est pas là pour répondre aux difficultés passagères d'une entreprise, contraire pour investir durablement dans une entreprise. Et ce n'est pas du tout la même chose. Et notamment pour venir en aide à une entreprise en période, par exemple, de développement. Et c'est justement dans ces entreprises, parfois, que la politique de stock option est parfaitement bien, est une bonne politique. Elle est même née de cela. Et d'ailleurs, ce qui a été critiqué, c'est justement qu'elle ait quitté ce champ-là. Donc on est bien dans un système où l'intervention par le Fonds stratégique d'investissement ne doit pas être confondue avec les autres interventions de l'État. Et d'ailleurs c'est pour ça que dans le décret, la ministre de l'économie est chargée, d'ailleurs le décret dit, la ministre chargée de l'économie veille à ce que le Fonds stratégique d'investissement prenne en compte dans sa politique d'investissement et dans le cadre de sa participation à la gouvernance des sociétés dont les titres sont admis, etc., etc. Donc il y a bien un point particulier qui est la surveillance des entreprises qui font partie et qui bénéficient de l'investissement du Fonds stratégique dans le cadre de leur politique de rémunération globale. Donc c'est bien une surveillance globale qui est portée sur ces entreprises et c'est bien une règle déontologique d'orientation et d'investissement du fonds stratégique. Voilà ce que je voulais dire. Nous devons, je pense, dans cette période-là, plutôt que de chercher à s'opposer comme ça les uns les autres, nous devons au contraire essayer plutôt de nous coordonner, essayer de faire en sorte que ce que nous avons à dire soit dit clairement devant l'opinion. Et que penserait au fond l'opinion d'un débat comme celui-là avec un amendement voté qui conduirait probablement à rendre plus compliqué la compréhension dans l'opinion de ce que fait le pouvoir politique en face de cela? Ben oui, puisque nous avons
je n'abuse pas, je dis ce que je pense. J'ai compris là que le Parti socialiste soutenait l'amendement de M. Arthuis qui reprend le décret du gouvernement. Donc vous êtes d'accord avec le gouvernement. Pour la première fois dans cette crise, c'est déjà une première chose. Et je m'en félicite. Vous soutenez la politique du gouvernement dans le domaine des rémunérations. C'est ça ce que vous venez de nous dire, Madame Bricq. Ce n'est pas autre chose. Mais je m'en réjouis. Tant mieux. Il est tard. Nous avons attendu longtemps pour que ce soit le cas. Vous soutenez aujourd'hui, le Parti socialiste soutient la politique du gouvernement dans le domaine du contrôle des rémunérations. C'est ce que vous dites, et si vous votez cet amendement, c'est ce que vous direz à la population et à la nation. Mais vous prenez vos responsabilités. Je n'ai pas à me mêler des dissensions aujourd'hui entre les différentes factions qui composent le Parti socialiste. Vous vous expliquerez entre vous, mais c'est ça que vous direz à la nation. Et moi, je voudrais véritablement essayer de dire aux sénateurs, mais je remercie notamment le sénateur de Raincourt qui à plusieurs reprises est venu en explication de ce texte. Nous sommes aujourd'hui dans un débat qui au fond est majeur parce qu'en réalité nous devons dire à l'opinion publique ce que nous pensons et nous allons aujourd'hui créer de la confusion plutôt que de la clarté et je le regretterai franchement, notamment sur des sujets aussi délicats et aussi sensibles. Merci Monsieur le Ministre. Je ne vois pas d'autres explications de vote. Monsieur Foucault, puis Monsieur Dominati. Puis on s'achemine vers le vote. Si oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, j'ai entendu, notamment de la bouche de notre collègue Gérard Longuet, que quelque part c'était ce décret et l'amendement qui va avec la reconnaissance de l'émotion de la population. Merci, puisque nous ne cessons de le dire, mais sachez que nous sommes bien convaincus que ce décret est là pour essayer de calmer cette population, ces salariés qui manifestent toujours en plus grand nombre ces derniers temps, mais simplement de dire que c'est pas suffisant et que dès hier, d'ailleurs, les organisations syndicales ont dit non à cela. L'amendement de Jean Arthuis est pour nous le calque du décret. Nous ne le partageons pas. Notre groupe a fait une proposition de loi portant sur des questions, notamment sur des questions que nous avons débattues pendant et encore le temps de ce collectif budgétaire, à savoir la question des stock options, la question des rémunérations, la question des parachutes dorés, la question du bouclier fiscal. La majorité sénatoriale et Jean Arthuis l'ont refusé et je tenais à le dire. Mais Jean Arthuis, ce soir, a fait une proposition dans le cadre de l'explication de son amendement. Il a notamment proposé que soit amélioré le texte. J'aurais à lui dire que nous y sommes favorables. D'ailleurs, nous l'avons sous-amendé. Bernard Vera disait tout à l'heure, notamment par rapport à l'explication sur son sous-amendement, la question des licenciements. Pour nous, la question des licenciements, et comme pour vous, je suppose, Monsieur Arthuis, c'est une question fondamentale. Le gouvernement a répondu par le thème grande ampleur. On ne sait pas ce que ça veut dire, grande ampleur, si c'est fermeture des entreprises, si c'est 100, si c'est 200, si c'est 300. En ce qui nous concerne, la question des licenciements doit être liée justement à cette discussion que nous souhaitons avoir avec les uns et les autres pour en finir justement que lorsque l'État apporte des moyens aux entreprises publiques, notamment dans le cadre de PSA ou dans le cadre de Renault, qu'il soit hors de question de licencier, comme d'ailleurs il est hors de question de licencier dans les entreprises. Voilà, donc on tendait la main par rapport à une discussion progressiste dans le cadre de l'amélioration du sort des salariés, notamment des entreprises précitées. Et puis, comme le disait justement Nicole Bricq, je vais faire court, puisque nous ne voulons pas être des godillots, être gérés par des décrets, et la France non plus, les syndicalistes l'ont dit hier, nous pensons que le gouvernement doit légiférer, sinon nous n'aurions pas fait
cette proposition de loi qui a été discutée ici la semaine prochaine, et la semaine dernière par contre, et c'est donc pour cela que nous voterons l'amendement de Jean Arthuis. Pour explication de vote, la parole est à Philippe Dominati. Je crois que c'est le dernier. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, comme vous nous avez incité à dire la vérité et ce qu'on avait sur le cœur, je voudrais tout d'abord dire que, comme tous les orateurs ce soir, je suis choqué par l'attitude d'un certain nombre de dirigeants qui nous ont amenés, qui ont amené le pouvoir politique à réagir et à répondre à l'opinion. Pour autant, je constate que l'État et les pouvoirs publics sont une fois de plus affaiblis dans ce genre de débat lorsque ça a trait au monde de l'entreprise. Sans doute parce que l'État n'est pas un actionnaire assez puissant. Sans doute parce que lorsqu'il prête de l'argent, alors qu'un banquier d'une succursale pour n'importe quelle PME est capable d'imposer des conditions dans un dialogue économique, l'État, lorsqu'il prête des milliards, il a besoin d'un décret, puis d'une loi pour renforcer ses représentants. Pour moi, c'est un petit peu surnaturel. Ça démontre l'absence de raison dans les relations entre l'État et l'entreprise, et cela dure depuis des années dans notre pays. On a vu des administrateurs de l'État au sein de grandes entreprises publiques qui ne comptaient pas ou qui comptaient pour beurre, et j'ai l'impression que les leçons du passé n'ont pas servi. Et là, au décret, on veut superposer la loi, et après, je ne sais pas, on ira beaucoup plus loin, et pendant ce temps-là, Gérard Longuet l'a très bien démontré, chaque entreprise est un cas particulier. Et le mécanisme même est surprenant, parce que plus l'entreprise est faible, plus on devrait associer l'équipe dirigeante à rechercher des solutions et à en sortir. Autrement dit, les entreprises qui vont bien, on ne pose pas le problème de la rémunération des dirigeants, des stock options, des retraites, des parachutes, etc. Par contre, les entreprises qui sont en difficulté, on va mettre des barrières. Et l'exemple d'un changement de dirigeant en période de crise, effectivement, c'est à ce moment-là qu'on établit le contrat de travail et l'État, encore une fois, va s'affaiblir. Alors, comme vous nous incitez également à réfléchir, je sais que c'est une heure tardive et qu'on a passé depuis quelques heures la date du 1er avril, moi j'aimerais qu'on étende cette réflexion aux rémunérations, je dirais, de la part active du secteur public, politique, haute administration. Il y a certains pays en cette période de crise, l'Irlande, la Lituanie, où on va réduire les rémunérations des fonctionnaires. Alors c'est pas du tout mon but ce soir. Mon but c'est de parler des dirigeants et des dirigeants du secteur public. Et je reconnais que par moments je suis pas convaincu. Le rapporteur général du budget l'a dit. On est en période de crise, période exceptionnelle. Alors pourquoi, lorsqu'on crée des organismes nouveaux, on est obligé d'indexer les salaires sur le fonctionnement ancien pour justifier la rémunération de ces organismes? C'est choquant. Ça ne me convient pas, surtout lorsque ces organismes sont appelés à régir l'éthique des entreprises privées. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi, et là peut-être M. Fourcade sera exonéré en tant que ministre des Finances, mais pourquoi les ministres des Finances, les présidents des commissions des Finances, le rapporteur général du budget, les parlementaires ne sont pas indexés sur leur rémunération lorsqu'ils votent un budget en déficit? Lorsqu'on a moins de 3% de déficit du PIB, pourquoi ne fait-on pas la même chose? On pourrait étendre à l'infini, vous voyez, ce genre de discussion. Je voulais simplement vous le signaler, et l'agacement des chefs d'entreprise est important. C'est vrai, il y a des excès. Les excès, ils sont condamnables. Je suis choqué comme tout le monde de ces excès, mais je suis agacé de la tournure des débats depuis des semaines, alors que nous présentons un collectif budgétaire avec 100 milliards, 104 milliards de déficit, et pendant ce temps-là, on continue à parler de rémunération excessive des dirigeants. Bien, je ne vois plus d'explication de vote. Je vais mettre aux voix d'abord le sous-amendement numéro 110 qui a été présenté par Monsieur Vera. Qui est pour? Qui est contre? Le sous-amendement n'est pas adopté. Même vote sur le sous-amendement 111. Même vote. Je suis saisi d'une demande de scrutin public sur l'amendement 74 rectifié bis à l'article 11. Il va donc être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 46 du règlement. Ceux qui souhaitent voter pour remettront au secrétaire un bulletin blanc, ceux qui souhaitent voter contre un bulletin bleu, ceux qui souhaitent s'abstenir un bulletin rouge. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Le scrutin est ouvert.
Nombre de votants 339. Nombre de suffrages exprimés 337. Majorité absolue des suffrages exprimés 170. Pour l'adoption 182. Contre 155. Le Sénat a adopté. Vous venez de suivre le vote de l'amendement déposé par le président de la Commission des Finances, Jean Arthuis, un amendement très proche du décret promulgué lundi par le gouvernement qui a donc pour objectif d'encadrer les rémunérations des dirigeants d'entreprises aidées par l'État. Je vous rappelle que le projet de loi de finances rectificative pour 2009 a été voté hier par les sénateurs. Merci de votre attention et à très bientôt sur Public Sénat.